Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir, selon où vous trouvez en ce moment. Je suis le professeur Justin Mdekereza. Je suis le président de Congo Réforme. Je suis en même temps le président de la Fondation Justin Mdekereza. Et aussi, je suis le directeur général de Aspire for African Development and Consulting Limited, une organisation de consulting qui aide beaucoup les organisations en Afrique pour la recherche du développement en Afrique, dans les pays africains. Et en même temps, je suis l'autorité morale du ROSICO, qui est le regroupement des organisations de la société civile de la RD Congo. C'est une très grande plateforme qui a été formée par les organisations de la RDC qui sont membres de la société civile et qui ont vraiment le souci de changer les choses dans notre pays, la RDC, au profit bien sûr du peuple congolais qui a longtemps souffert, qui ne sait plus à quel sens c'est voué. Et voilà, ça fait très longtemps, on a rencontré le professeur John Malala, le professeur Dr John Malala, qui est l'un de ces enfants, de ces fils de la RDC qui contribuent au développement de leur pays, de notre pays, la RDC. Et aussi, c'est quelqu'un qui contribue beaucoup au développement de ces pays, les États-Unis, où nous nous trouvons maintenant. Donc, depuis très longtemps, j'avais ce souci de le rencontrer face à face, de discuter, parce qu'on était déjà beaucoup plus en contact. Mais je me suis dit non, pour le compte de ROSICO, dont je suis l'autorité morale, il fallait que je les rencontre pour que nous puissions discuter des enjeux du moment et voir si réellement, comme nous le pensions déjà, si c'est la vraie personne que nous devons quand même recommander pour notre peuple congolais, s'il est capable de relever les défis que nous connaissons comme membre de la société civile de la RDC. Et voilà, j'ai pris la décision de prendre le voyage de la Californie où je réside jusqu'ici en Floride, à Orlando. Et voilà, dans le mobile de cette rencontre est justement de causer, de discuter avec le professeur Dr John Malala et de voir comment il pense pour pouvoir au moins remporter la victoire de ces élections qui pointent à l'horizon, et si réellement nous pouvons continuer à les soutenir ou les recommander à tout notre peuple congolais. Merci beaucoup. Je vous invite donc à suivre notre conversation tout à l'heure avec le professeur John Malala. Professeur, docteur, bonsoir. Bonsoir, professeur Mdekereza. C'est vraiment une très grande joie. Je ne sais pas comment je peux mesurer ma joie aujourd'hui de vous rencontrer parce qu'il est trop tard ici chez vous. Et voilà, mais je ne regrette de rien parce que je viens pour le peuple, pour mon pays que j'aime beaucoup, la RDC. Depuis très longtemps, je porte ce pays à cœur et j'ai fait des actions dans notre pays. J'ai vu aussi que vous avez fait beaucoup d'actions dans notre pays et d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour ces actions que vous avez faites. Je vous en prie. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très appréciable ce que vous faites. Et comme vous le savez très bien, il y a très longtemps, professeur docteur, il y a très longtemps que nous sommes en communication, en contact, nous discutons beaucoup de notre pays. Nous avons beaucoup parlé, comme vous le savez, la nuit comme le jour. Et même si on est beaucoup plus occupé, comme vous savez, la vie ici aux États-Unis, personne n'a du temps, mais on se le crée. Et nous avons beaucoup discuté au sujet de notre pays. Et comme vous le savez, les élections se pointent à l'horizon. Donc, j'ai promis aux membres du ROSICO que je représente, ils m'ont donné cette confiance-là. Ils m'ont désigné comme l'autorité morale. Je crois que vous comprenez très bien ce que cela signifie. Bien sûr, bien sûr. L'autorité morale, il y a bien sûr une très grande structure en RDC au pays. Il y a la présidence du mouvement ou du groupe de cette plateforme. Il y a tout un comité à tous les niveaux et la plateforme est représentée au niveau national, donc dans toute la province de la RDC. Et toutes ces organisations-là m'ont fait confiance à travers leur structure directrice. Et c'est pour cela que moi, j'ai promis à cette structure que je dois faire tout, je dois me battre
avec tout ce que j'ai comme connaissance, avec tout ce que j'ai comme stratégie de démarche au niveau international, que j'ai déjà prouvé dans d'autres pays, je me suis dit, je vais faire tout pour que ces groupes aillent de l'avant jusqu'à sauver le peuple congolais de l'abîme où il se trouve actuellement. Vous connaissez, ce n'est plus un secret pour vous, la misère de notre peuple est vraiment très avancée et tout le monde en est vraiment désolé parce qu'on ne sait pas comprendre comment le pays, le peuple lui-même peut vivre dans de telles conditions pendant qu'il y a des autorités qui s'enrichissent et dont on parle qu'ils ont des milliards de dollars par-ci, par-là, éparpillés. Malheureusement, aussi, ils n'investissent pas dans notre pays. Donc ça, c'est notre point. Mais je me suis décidé de venir aujourd'hui de la Californie jusqu'ici en Floride. J'ai pris l'avion uniquement pour venir discuter avec vous. Merci. Pour voir si je peux réellement recommander notre peuple, la personne que vous êtes pour relever ces défis. Toi, je vous remercie. Je vous remercie pour les sacrifices. Et nous savons qu'aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir revient à la société civile. Et je connais Rosico, j'avais suivi leur sortie officielle et je sais que c'est pratiquement plus de 400 associations de la société civile, ce qui représente vraiment une très grande partie de la population congolaise. Et je suis content parce que je sais que la personne que Rosico va supporter, le candidat de Rosico, a une très grande chance de pouvoir gagner les élections présidentielles qui vont suivre. Et je pense que dans nos entretiens, vous n'ignorez pas ce que moi je représente et vous n'ignorez pas la situation dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui. Et vous savez que nous sommes en train de militer pour une cause noble. Donc, je suis content, je suis là, il n'y a rien qui est caché. Et nous avons eu l'occasion de discuter sur beaucoup de sujets. Et vous connaissez que Rosico, c'est vraiment la classe même sociale pour laquelle je suis en train de militer. Parce que notre jeunesse a besoin de l'espoir. Et non seulement cela, la jeunesse a besoin d'un président qui peut lui transmettre une vision qui, au fait, comme l'avait fait JFK, le président John Kennedy, une vision qui inspire. En 1968, John Kennedy avait dit aux peuples américains qu'avant la fin de la décennie, il fallait que les États-Unis puissent placer un homme sur la Lune. Et c'était une vision très importante, ambitieuse. En cette époque-là, penser d'aller à la Lune, ce n'était pas possible. Alors, un président qui connaît ce que c'est la vision, ce n'est pas assez aujourd'hui que l'on trouve des gens qui se moquent des Congolais, qui commencent à parler, par exemple, quand je serai président, les gens vont manger 2 fois par jour. On ne peut pas se moquer du peuple de cette façon-là. On ne doit pas réduire le peuple congolais à la bouffe. Un président ne doit pas commencer à dire des choses, si je viens au Congo, vous aurez de l'électricité, vous aurez de l'eau. C'est leur droit. Oui, ça c'est un droit. Ça c'est un droit. Ce n'est pas une vision. Oui. Ce n'est pas une vision. Et il y a des choses que les gens ignorent. Nous sommes en plein 21e siècle. Et il faut quelqu'un qui connaît les réalités du 21e siècle, quels sont les problèmes du 21e siècle, et qui connaît les solutions du 21e siècle, qui peut les transmettre à la population et surtout à la jeunesse, et qui connaît aussi comment résoudre ces problèmes. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde global, un village global, comme on appelle en anglais, global village. Donc, le peuple congolais n'attend pas franchement quelqu'un qui leur parle, ils vont manger 2 fois par jour. Ça, ce sont des insultes. C'est une insulte pour moi. Parce que le peuple devrait déjà manger plus de 2 fois par jour. Donc, le peuple peut manger 4-5 fois par jour. Il peut manger le matin, il mange un déjeuner. Entre le matin et midi, il prend quelques snacks. À midi, il prend un dîner.
Entre midi et le souper, il prend plusieurs snacks. Le soir, il prend un souper. Après le souper, il peut prendre un snack et aller dormir. On ne peut pas parler aux gens de cette façon-là. Je sais que pour certaines personnes, ils trouvent que c'est normal. Mais pour nous, nous trouvons que c'est une insulte. Et dire aux gens, vous aurez du courant, c'est une insulte. Parce que ça, c'est un droit que le peuple congolais a. Il devrait déjà avoir du courant et de l'eau. Donc, on ne devra pas commencer à communiquer des visions, des petites histoires qui sont déjà les droits du peuple congolais. Ces choses-là, le peuple en aura. Maintenant, le peuple a besoin, et les gens comme Rosiko, ils ont besoin d'une vision claire. Où est-ce que le pays sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que le pays sera par rapport aux États-Unis d'Amérique, par rapport à la Chine, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'innovation, sur le plan technologique? Où est-ce que nous serons? C'est cette vision-là que le peuple attend, c'est cette vision-là que nous transmettons. Et notre message, c'est vraiment d'inspirer une nouvelle génération de jeunes gens et leur offrir un espoir que personne d'autre ne peut leur offrir. Donc, j'écoute les gens parler. Je suis les différents candidats, les candidats proclamés. Donc, les candidats potentiels. Oui, et j'entends ce qu'ils disent. Mais je ne suis pas impressionné de ce que, en tout cas, jusque-là, personne ne m'a impressionné. Et je pense que votre démarche de chercher quelqu'un qui répond aux aspirations de la population congolaise et surtout de notre jeunesse, c'est une démarche noble et je vous félicite, je vous remercie d'être venu, d'avoir pensé à moi et je serai vraiment, je ne serai pas ingrat envers la population congolaise et surtout envers la jeunesse et Rosiko si vraiment vous me recommandez et que la population congolaise peut voir pourquoi Rosiko a un candidat, parce que j'avais suivi, ils avaient clairement annoncé qu'ils devraient annoncer dans les jours qui viennent la personne qu'ils vont soutenir, donc leur candidat. Et donc voilà, je pense que dans cette introduction, dans cet échange, j'ai pu toucher quand même certains éléments très importants qui vont permettre à nos amis de comprendre pourquoi vous avez fait ce voyage. Oui. En tout cas, merci beaucoup, professeur Dr John Malala, pour ces détails. Bon, je vais vous rappeler que avant de venir à vous, j'avais pu contacter d'autres candidats potentiels parce que c'est pas pour votre information parce que vous les connaissez déjà. En 2006, j'avais été candidat député national, donc je connais les sièges politiques de notre pays et après ces fameuses élections, j'avais quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas eu la chance de faire grand-chose, si ce n'est qu'à travers les actions de ma fondation et autres petites actions. Et j'ai vu vraiment, j'ai eu le temps de lire sur votre site internet www.johnmalala.com. J'ai eu à lire beaucoup sur la fondation John Malala où je trouvais que réellement vous avez quand même des actions visibles dans notre pays et c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup plus ça m'a beaucoup plus impressionné parce que nous faisons la même chose. Ma fondation envoie les enfants orphelins vulnérables à l'école. D'ailleurs nous venons de commencer un programme de bourses d'études pour l'université. J'ai vu des centaines d'élèves que votre fondation soutient. Vraiment, merci beaucoup. Parce que, vous savez, beaucoup de Congolais sont dans la diaspora, mais ils sont très rares des gens qui font des actions caritatives, des actions de développement dans nos communautés. Donc, bien sûr, les gens peuvent penser investir, faire des petites affaires, des petits business à Kinshasa et ailleurs dans d'autres villes de notre pays. Mais cela ne suffit pas. Il faut quand même, nous avons eu la chance d'aller au-delà de nos frontières. Nous devons tout faire pour vraiment nous rassurer que nous avons nos compatriotes dans nos cœurs et que nous sommes compatissants de la misère qu'on leur a quand même imposée. Parce que nous ne pouvons, enfin, il y a des adages qui disent qu'on ne peut voir que si on est loin, donc loin de l'objet que vous visez. Nous sommes déjà loin et Dieu a fait que nous soyons là et nous devons vraiment continuer à porter notre peuple dans notre cœur.
Donc, est-ce qu'il y a, par rapport aux enjeux de ce moment, nous avons des problèmes, professeur docteur. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces élections qui pointent à l'horizon, donc d'ailleurs, d'abord de la division de la classe politique, de l'opposition, ainsi de suite, parce que les gens se disent que ça serait mieux si l'opposition pourrait venir avec un seul candidat, un candidat qu'on appelle candidat unique, pour faire face à la machine de l'AMP, PPRD et alliés. J'ai appris d'ailleurs ils ont créé ce qu'ils ont appelé FCC. Enfin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que réellement, si avec votre vision que vous avez, la vision pour laquelle moi personnellement je vous ai d'abord contacté, parce qu'avant de parler du Rosico, je vous ai contacté personnellement parce que j'étais très intéressé de vos actions, de ce que vous faites, et aussi le fait de voir qu'il y a un fils de la RDC qui contribue au développement d'un pays hautement développé comme les États-Unis. Je crois que là, nos compatriotes devraient déjà comprendre quelque chose. Mais malheureusement, en RDC, dans notre pays, les gens ne voient pas vraiment ce qui est très important pour eux. C'est comme on dit dans ma coutume, on dit que la chèvre peut laisser de suivre quelqu'un qui a la corde, elle va suivre celui qui a le couteau. Voilà. Et ce n'est qu'après qu'elle va comprendre. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce que réellement l'opposition devait venir avec un seul candidat? Et si oui, est-ce que vous pensez que ces mêmes candidats, si ce n'est pas vous par exemple, comment votre vision sera encore exécutée pour l'intérêt de notre peuple? Okay, merci beaucoup. J'entends beaucoup de gens parler de cette histoire que l'opposition devrait se réunir ensemble et venir avec un seul candidat. Ça paraît une très bonne idée, parce que l'on voit que c'est pour se débarrasser de celui qui est au pouvoir, il faut que tout le monde puisse former un seul front. Mais quand on entre dans les détails, on découvre que le problème, ce n'est pas d'unir tout le monde autour d'un individu. On devra être unis derrière une vision. Parce que l'opposition en question dont on parle, les gens doivent articuler leur vision. Parce que on ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et c'est là où nous risquons de nous retrouver. Il y a ceux qui sont là-bas, bon, par vertu de ceci ou cela, où les gens peuvent vouloir, non, mais mettez-vous derrière cette personne ici. Mais quelle est la vision que cette personne est en train d'articuler? Et quelles sont des valeurs morales et spirituelles et des compétences que la personne est en train d'articuler? Et moi, je vais vous dire une chose, que moi, je suis un homme de principe. Je suis un homme de principe parce que je considère que, à part les évêques, les gens vont dire, bon, c'est vrai, ils vont dire, bon, écoutez, le Congo, c'est un État laïque. Moi, je n'en disconviens pas. L'État laïque ne veut pas dire un État athée. Un État laïque veut dire seulement qu'il n'y a pas une religion de l'État. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui font la politique ne devront pas avoir professé leur foi. Donc, je considère qu'il y a certaines valeurs qui sont non négociables pour moi. Des valeurs morales et des valeurs spirituelles. Parce que notre pays en a besoin. Nous vivons des anti-valeurs dans ces pays depuis des années qui font que le pays se retrouve là où il se trouve. Et je vais vous donner un exemple. Je sais que certaines personnes seront choquées. Aujourd'hui, j'ai reçu par exemple, les gens envoient des images pour dire, voici le Rwanda. On montre des images et oui, puis... que le Rwanda, on a mis sur la carte. Non, ça c'est une chose, mais une autre. On montre des images du développement au Rwanda. Oh, oui, les gens montrent les images du développement au Rwanda et puis des commentaires, tout ça avec l'argent volé au Congo. Oh, oui, je vois. Alors, moi, j'ai répondu à quelqu'un, j'ai dit, si c'est vrai, et disons que c'est vrai, et c'est vrai. C'est vrai.
le Rwanda, Kagame a volé au Congo, un voleur qui a volé pour construire chez lui. Et tout le monde et qu'est-ce qu'elle voit ce qu'il a fait. exactement. Et est-ce qu'au Congo, n'y a-t-il pas de voleurs? Ils sont nombreux, je crois. Ok. Qu'est-ce que ces voleurs ont déjà fait pour dire que non, mais nous aussi nous avons volé, nous n'avons pas pu faire à la même hauteur, mais voilà, après avoir volé, c'est que nous avons fait pour le pays. Le minimum possible. Je suis allé. Volé que... Voilà, j'ai voyagé il y a 2 ans, j'ai voyagé, j'allais à Bukavu. Alors j'ai pris un vol de Bruxelles Airlines pour aller à Bukavu, le seul vol que j'avais, donc de Bruxelles, aller de Bruxelles jusqu'à Kigali, et de Kigali jusqu'à Bukavu. Il fallait prendre un vol jusqu'à Kamembe, et puis là-bas, donc prendre... Voilà. Alors, j'arrive à Bukavu, non, à Kigali, c'était la nuit, j'ai passé la nuit à l'hôtel. Le chauffeur qui est venu me prendre me dit, professeur, on a un peu de temps, je voudrais te faire visiter un peu le Rwanda, Kigali, tout ça. Alors il m'a fait visiter. Après il me dit, professeur, beaucoup de connaissances, ils disent que tout ça, Kagame le fait parce qu'il a volé au Congo. Et il me dit ceci, il dit, je n'en disconviens pas. Notre président était un voleur. Il a volé au Congo, mais notre voleur a construit chez nous. Notre pays. Et qu'est-ce que vos voleurs sont en train de faire avec votre argent qu'ils volent? Donc, vous voyez, quand moi je parle ici, je pense que certaines personnes comprennent ce que je veux dire. Les problèmes du Congo, le non-développement du Congo, ce n'est pas parce que Kagame vole. Non, pas du tout. Nous avons des gens qui dirigent ce pays qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de valeurs morales, qui n'ont pas de valeurs spirituelles. Alors, pour moi, je pense avoir fait ça dans une autre vidéo une fois, j'avais dit que, en tant que chrétien, et je vous dis ici que je suis membre d'une plateforme électorale qu'on appelle AAP. Qu'est-ce que cela veut dire? Amour, avenir, paix. Oh, donc ça, c'est une plateforme qui a été créée par les laïcs, donc laïcs de l'ECC, de l'Église du Christ au Congo. Et nous sommes, sachant que nous sommes une plateforme qui a été initiée par les laïcs de l'ECC, c'est-à-dire que nous avons le pays entier. Nous pouvons mobiliser toutes les églises de la République démocratique du Congo. Peu importe les appartenances que les gens pensent qu'ils ont à la politique, c'est faux. Les gens écoutent plus ce que nous allons leur dire au moment opportun, mais je vais y revenir. Et alors, pourquoi j'ai choisi d'être membre de cette plateforme? C'est parce que je considère qu'il y a des valeurs importantes. En tant que chrétien, je sais que j'utilise toujours 4 critères pour choisir un leader politique. Et ça, c'est dans la Bible. D'abord, il y a la compétence. La personne a été formée. La personne a été éduquée. La personne connaît son travail, a une expérience professionnelle. Donc, la compétence, le fruit de l'éducation et de la formation. Et de l'éducation et de l'expérience. Deuxièmement, il y a ce que la Bible a dit, la crainte de Dieu. Des gens qui craignent Dieu, des gens qui ont une relation personnelle avec Dieu et qui savent que leurs actions devraient être des actions qui démontrent un certain amour avec son prochain. Parce que, au fait, la Bible nous dit, même la crainte de Dieu devra commencer par cet amour, parce que la Bible nous dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, et de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Donc, l'amour du prochain, ces gens n'en ont pas. Et moi, je considère que c'est un élément important. En tout cas, je vais vous interrompre là-dessus. Quand vous parlez de l'amour du prochain, ça me touche aussi à cœur. Parce que vous voyez, enfin, mon père est décédé il y a très longtemps. Et il a laissé une très grande famille. Mon père était un chef coutumier du territoire des Cabarets. Avec cette maman, cette mère, nous sommes un nombre de 44 enfants de mon père. Oh, c'est tout un village. C'est tout un village, c'était un grand monsieur, bon, entre parenthèses, comme on dit. Mais j'ai eu la charge de faire étudier mes petites sœurs, mes petites sœurs, mes petits frères
Bien sûr, on a partagé la charge en famille, ainsi de suite. Mais j'ai fait étudier des petits frères à l'université. Vous savez, à l'université, quelqu'un termine les études universitaires, c'est un cadre, nous les appelons des cadres universitaires. Mais ces gens devaient déjà aussi commencer à aider la famille. Ils ont trouvé, on s'est battu pour trouver des jobs par-ci par-là, des travaux, des emplois, mais malheureusement, après un temps, j'ai continué à recevoir des messages me demandant de l'aide. Des gens qui travaillent pour un gouvernement. Voilà. Mais le gouvernement est là, les ministres sont là, ils sont payés régulièrement, mais leurs employés ne reçoivent absolument rien, aucun salaire. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui s'est dit vraiment une autorité, quelqu'un qui est un dirigeant, puisse penser qu'il peut lui recevoir un salaire et que quelqu'un qui travaille pour lui ne reçoive absolument rien par mois? Donc des gens qui ont des familles entières à nourrir, des enfants à prendre en charge et à envoyer à l'école et tout ce que vous savez, mais qui ne reçoivent absolument rien après avoir travaillé pour les gouvernements. Donc on compte des gens qui ont plus de 10 mois impayés. Ouais. J'ai des gens comme ça dans ma famille. Après avoir sioué 100 € pour les envoyer à l'école, ils ont étudié, ils ont des diplômes universitaires, des gradués, des licenciés, mais aujourd'hui, ils n'ont aucun salaire. Donc, ne parlons plus de ceux-là qui n'ont pas d'emploi, c'est un autre dossier. Voilà. Donc, quand vous parlez de l'amour du prochain, en tout cas, j'ai trouvé que l'amour du prochain a quitté le cœur de nos dirigeants. Et on ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas si en parler signifie que vous ne serez pas, si Dieu vous en donne, d'être élu. Je ne sais pas si parler de l'amour du prochain va vraiment vous aider à comprendre qu'il faut le garder aussi et que vous ne tombiez pas dans le même piège avec de l'emporter. Je vous encourage dans cette idéologie parce que l'amour du prochain est très important parce que cela vous permettrait de comprendre que vous ne pouvez pas rester rassasié quand votre frère ou sœur qui est au village très loin est vraiment affamé. Donc ça sera très important parce que je vis des vidéos sur le Kasaï, c'est horrible, c'est vraiment horrible et personne ne comprend qu'un pays très riche comme le nôtre peut tomber dans ces pièges-là, dans cette situation très dramatique, une situation humanitaire jamais vue dans cette province-là. Et malheureusement, les autorités ont fait semblant, pas semblant, mais je crois qu'ils n'ont pas fait semblant, mais c'est de leur manière d'analyser les choses. Donc, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça, de dire que non, il n'y a rien au Kasaï et tout ça, et que tout va bien, alors qu'il y a des vidéos qui montrent que la situation est vraiment catastrophique. Alors, voilà un peu, je voulais vous poser une autre question au sujet de moyens de votre politique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, on parle de gens, il y a même des candidats potentiels qui se sont dit que non, ils ont un projet de société, ils vont doter de la RDC de 100 milliards de dollars, je ne sais pas moi. Est-ce que vous avez le moyen de votre politique? Là, je parle d'abord de battre campagne, parce que là, je ne doute pas que par votre capacité intellectuelle, vous puissiez être capable de choisir le membre du gouvernement qui peut vous aider à relever les défis dans notre pays. Mais parlons d'abord de la campagne électorale, parce que vous savez, nous avons un peuple qui est très affamé, un peuple qui a été chosifié, il faut le dire, il a été chosifié, une population chosifiée, une population, je crois, très marginalisée. Et j'ai été candidat en 2006, comme je vous ai dit, à la députation nationale. J'ai vu, en dépit de mes actions que j'ai menées en temps de paix comme en temps de guerre en RDC, il y a d'autres électeurs qui ont dit, voilà, oui, nous l'avons vu dans le passé, mais maintenant, ils ne nous donnent pas à boire. Et je me rappelle dans ma campagne, vous savez, je me promenais avec des boutures de patates douces. Voilà comme ça que moi, je faisais campagne. Je me promenais avec des boutures de patates douces pour dire aux gens, je peux vous donner à boire, mais après quelques minutes seulement, quand je rentre en ville, vous allez uriner et tout ça va passer, c'est de l'eau. Et puis quelqu'un qui vous donne la boisson pour avoir votre voix,
dites-vous que ce n'est pas quelqu'un qui vous aime. Mais si vous prenez cette bouture de patate douce que je vous donne, mettez seulement cette bouture dans la terre, et après 2-3 mois, vous allez voir. C'était d'ailleurs une semence améliorée, la patate douce que j'avais reçue de l'INERA. Et voilà, certaines personnes ont compris, mais d'autres ont compris qu'il fallait que j'ai de l'argent, distribuer de l'argent pour qu'ils aient de la boisson. Ouais. Et voilà, il y a eu ces problèmes-là des gens qui avaient de moyens, qui avaient eu la chance d'amasser pendant longtemps et qui sont venus exhiber ce qu'ils ont amassé au peuple. Et le peuple, étant donné qu'il est très affamé, je crois qu'à un certain niveau, le peuple n'a pas pu se maintenir face à face à cette offre-là. Ouais. Est-ce que vous pensez réellement que vous aurez le moyen de faire campagne? Je sais qu'il y a déjà ces groupes-là de plusieurs églises, tout ça, de beaucoup d'amis, et nous-mêmes, le Rosico, si notre choix est porté à vous. Est-ce que vous pensez que réellement vous aurez le moyen de battre campagne contre ces gens qui préparent ceci ou qui ont cela en avance? Qu'est-ce que vous pensez à cela? Merci. Vous avez touché deux éléments, parce que vous avez parlé des gens qui disent qu'ils vont chercher à emprunter 100 milliards pour le budget quoi que ce national. soit. Je vais revenir sur le problème des moyens. Les moyens, nous en avons. Parce que je vais vous dire une chose. Ces gens cherchent l'argent pour pouvoir attirer des gens qui peuvent les suivre. Mais nous avons déjà ces gens-là. En réalité, pourquoi nous aurons encore besoin d'argent? En réalité. Parce que si il te faut de l'argent pour... tu as besoin d'argent. Je ne dis pas que nous n'en avons pas. Nous avons ces moyens. Nous avons des moyens. Mais je voulais aussi ici dire que les ressources, les gens, c'est l'argent. Je vais revenir parce que avant que tu me dises non, on termine là-bas, je vais toucher cet élément de 100 milliards. Oui, j'entends des gens venir parler, voilà, quand ils vont devenir, ils deviendront présidents, ils vont aller s'endetter. Ils vont aller prendre une dette de 100 milliards de dollars américains. Ils vont s'endetter. Ils vont aller auprès des prédateurs. Ils vont endetter les pays. Voilà. Ouais. Donc ils vont aller prendre 100 milliards, une dette qu'aucun pays n'a jamais pris. Ils vont aller prendre cette dette, qui d'ailleurs sera détournée, et ils vont mettre la dette sur les pays, sur vos têtes, sur les têtes de vos enfants, sur les têtes des enfants de vos enfants. Et les gens applaudissent. Ils applaudissent. Pour dire que quelqu'un va aller s'endetter. Avec 100 milliards, 100 milliards de dollars. Mais ça, c'est détruire le pays. C'est vraiment une destruction méchante. Ça, c'est très méchant. Et combien d'intellectuels comprennent? Et ce qui m'a étonné, il y a eu des gens qui ont dit, ah voilà, nous allons suivre. Mais s'endetter avec 100 milliards de dollars, est-ce que vous comprenez? Avec un pays qui a difficilement 5 milliards de dollars par an pour exactement. le budget national. Donc, nous parlons ici d'une dette qui restera des siècles et des siècles et des siècles, et le pays sera dans un esclavage très grave. Wow. Le problème du pays, le problème du Congo, ce n'est pas le manque de dette. Nous n'avons pas besoin de dette. Les problèmes du Congo, ce sont des personnes. On ne construit pas le pays avec la dette, on construit le pays avec des idées. On construit le pays avec des têtes. On construit le pays avec la matière grise. Moi, je veux vous dire une chose. Que, aujourd'hui où je vous parle, le Congo a perdu beaucoup de sa véritable recherche, de sa véritable richesse, qui est la matière grise. La plupart des Congolais, tels que vous êtes là, tels que je suis ici, les Congolais quittent le Congo pour aller à l'étranger et vivre là-bas. Nous appelons cela en anglais brain drain, c'est-à-dire fuite de cerveau. Les cerveaux ont fui le Congo. On trouve des ingénieurs, des agronomes, des exégètes, des systématiciens, des théologiens, des professeurs, des médecins, des infirmières, des comptables, des financiers
qui ont quitté le Congo et qui sont en train de vivre à l'étranger à cause de la situation politique au pays et des fois aussi à cause des conditions sociales au pays. Moi, ce que je vais dire à notre jeunesse, à notre population, qu'une fois élu président, je vais ramener la véritable richesse que le pays a perdue. Ces cerveaux qui ont quitté le pays, ces brains comme on l'appelle en anglais, je vais faire l'inverse de brain drain, de la fuite des cerveaux. Je vais ramener ces cerveaux-là. Bring back our brain. Exactement, je vais ramener ces cerveaux pour que, selon nos calculs, dans 4 ans, nous avons déjà un plan. Dans 4 ans, on commencera à dire du Congo un pays développé. Parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je comprends très bien. Parce que moi, vous allez me pardonner, ou les gens vont me pardonner, je me réfère toujours à la Bible. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, on dit ceci. Si une hache n'est pas aiguisée, il faudra doubler des efforts pour couper un arbre. Mais l'intelligence ou la sagesse a un avantage. Si vous mettez à la tête du pays des gens qui n'ont pas un niveau intellectuel suffisant, ils ont besoin de dettes, ils vont fournir beaucoup d'efforts pour faire quelque chose qu'un intellectuel peut faire en une année ou en quelques mois. Ça vient de la Bible. C'est Ecclésiaste 10, 10. Donc, au lieu d'aller chercher à m'endetter avec 100 milliards de dollars, tout ce que moi je vais faire, c'est de ramener l'intelligence. Parce que cette même intelligence contribue beaucoup au développement des pays déjà développés. Exactement. Pendant que notre pays est en train de croupir dans la misère. C'est pourquoi, mon cher professeur Mondekereza, je vais te dire que les ressources que moi je détiens ne se limitent pas seulement à la campagne. Non. J'ai des ressources énormes. J'ai vu aujourd'hui, je vois des gens dans la diaspora qui n'attendent que ça. Ils sont découragés. Ils n'iront jamais au Congo tant que le Congolais... Exactement. Et quand on continuera à mettre à la tête du pays des mêmes genres de personnes, ils vont dire inutile de rentrer au pays. Mais s'ils voient que les Congolais deviennent sérieux dans leur choix de leaders de ce pays, et ils sont prêts à rentrer. Je parle avec eux tout le temps. Et ils sont là. Donc, voilà, quand je dis les ressources, nous en avons. Mais nous n'avons pas besoin de trop de ressources financières pour battre campagne. Premièrement, pourquoi? Parce que, nous avons une plateforme qui a déjà des gens qui se sont déjà engagés. Il y en a même qui ont dit qu'ils viennent avec ou sans argent, nous allons battre campagne. Parce que nous sommes déjà dans l'AAP. AAP a déjà des gens, des membres dans des églises. Les Rossico, il y en a qui disaient déjà dans les Rossico qu'ils viennent, nous allons battre campagne. Donc, en d'autres termes, l'argent que moi... Il y a les charpentiers. Les charpentiers, par exemple. C'est-à-dire que les charpentiers, ça c'est un autre groupe. Je suis membre de plusieurs groupes, de plusieurs plateformes, de plusieurs associations. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit, mais nous attendons qu'au moment opportun, que nous puissions faire la surprise à ceux qui se croient qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, il y a tellement de choses que nous faisons, les gens attendent et n'attendent que ça. Et nous sommes prêts. Nous avons des ressources, mais nous n'avons pas besoin de trop d'argent parce que nous ne sommes pas une hache non aiguisée. Nous sommes une hache aiguisée. Nous n'avons pas besoin de doubler des efforts parce que nous avons ceux qui ont le savoir-faire. Donc voilà, c'est ce que moi je peux vous dire pour le moment. Oui, merci beaucoup pour cette réponse bien claire. Je crois qu'elle sera aussi claire à nos compatriotes et nos camarades et amis. Parlons bien sûr de ceux-là qui ont promis d'endetter le pays jusqu'à 100 millions de dollars. 100 milliards, pas 100 millions, 100 milliards de dollars. Je ne sais pas si le peuple comprend bien ce nombre-là, ou c'est juste ça saute aux yeux comme ça. Enfin, parlons toujours de cela. Endetter le pays, vraiment, c'est une histoire horrible.
Parce que ça me fait penser à autre chose dans l'opposition. Parce que moi, je me dis, quand on parle de l'opposition, on parle de... je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais ils existent, c'est pas mauvais. Ouais. On parle du G7, tout ça, des gens qui des dissidents. Il ne faut pas citer des gens parce que... Moi, je n'ai pas crainte, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit, vous le savez très bien. Je ne suis pas candidat à quoi que ce soit maintenant. Mais je comprends, j'ai quand même cette liberté d'esprit. Mon esprit est libre de cette liberté aussi d'opinion. Lorsque je me dis, on parle que l'actuel président est mauvais, tout ça, et ainsi de suite, il a mis le pays à genoux, mais entre-temps, les mêmes personnes qui ont travaillé avec lui pendant plus de 10 ans, ils sont revenus, ils se disent opposants. Et aujourd'hui, le peuple est en train de vouloir vivre, de vouloir suivre ces mêmes personnes. Donc, est-ce que vous pensez que réellement notre peuple a atteint sa maturité jusque-là? Est-ce qu'elle a atteint vraiment? Non, mais ça vous savez, professeur Moudekereza, vous connaissez que nous avons un peuple, si notre peuple avait atteint la maturité, et ça, c'est pas seulement qu'on ne se trompe pas, c'est pas seulement les gens qui ne sont pas allés à l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez beaucoup de Congolais, quand vous leur posez la question de savoir pourquoi vous suivez tel individu, ce n'est pas parce que la personne a des idées innovatrices. Ce n'est pas parce que la personne peut ne pas avoir même communiqué une certaine vision, pas même un projet de société, mais les gens sont tentés à suivre. Au Congo, c'est le système des stars. Un tel, mais celui-là, mais c'est cela, et on commence à suivre. Ceux qui ont des clientélisme. Voilà, le clientélisme, voilà, c'est ça, c'est un problème sérieux au Congo. Donc, c'est pourquoi je disais que nous n'avons pas besoin de cette déclaration de dire que voilà, l'opposition doit se mettre ensemble. On ne se met pas ensemble de cette façon, on doit se mettre ensemble derrière des idées. Ou bien derrière des valeurs. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir des idées, il faut avoir une doctrine, que tout le monde trouve que c'est ça la doctrine, ce sont ça les idées, ce sont ça les valeurs que nous voulons défendre, et on s'engage à défendre ces valeurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec le peuple congolais. Et les gens font une politique que moi je qualifie une politique alimentaire, très facilement corruptible. Voilà, donc facilement corruptible. Et ça arrive même aux gens qui sont allés à l'école. Et c'est vraiment très triste, c'est malheureux de trouver de telles attitudes. Mais bon, écoute, nous avons encore un long chemin à suivre. C'est pourquoi moi et notre plateforme, nous sommes basés sur des valeurs morales. Nous pensons que nous pouvons commencer par là. Et après, on va commencer à éduquer la population pour qu'elle comprenne quand même que ce qu'un président doit faire. Parce que le but d'un gouvernement, le but de la politique, c'est de pouvoir parfaire les conditions sociales de la population et de pouvoir assurer leur sécurité. Mais malheureusement, les Congolais, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, les gens n'ont pas encore atteint cette maturité. Et je pense que bon. On en est où on en est aujourd'hui. Ouais. Et donc, enfin, j'étais en train de parler des amis là. Bon, enfin, moi, je suis un acteur de développement et je suis un acteur social. Donc, je vois aussi, j'ai eu des petites notions d'économie dans mon cursus. Je vois un peu, quand je parle de ça, je parlais de dire que Joseph Kabila est mauvais. Vous avez dit de ne pas citer les noms, mais moi, je suis libre d'esprit. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Donc, on dit qu'il est mauvais. Et pendant que les gens même qui ont travaillé avec lui pendant plus de 10 ans, donc moi, je suis aussi un gestionnaire, donc directeur de projets plusieurs fois dans beaucoup d'organisations internationales et autres choses. Lorsque je suis les gestionnaires et que j'ai des subalternes, ils vont sur terrain, donc ils vont exécuter les projets quelque part. Ils font des erreurs. Ces erreurs tombent sur la tête, bien sûr, du gestionnaire, mais les erreurs sont partagées parce que c'est vous qui êtes allés exécuter. Alors, je vais parler un peu de ce que nous connaissons comme de contrat chinois, autre chose. J'en avais entendu parler quand j'étais encore en RDC.